Nous sommes le 2 septembre et la quasi-totalité de la France demeure en alerte sécheresse. Pour les agriculteurs, les conséquences de cet été torride et de longs mois sans pluie sont lourdes. Moindre rendement des fruits, légumes et céréales, manque de nourriture dans les élevages, auxquels s'ajoute la hausse des prix sur les engrais, les produits importés, l'énergie. On a vu cet été des éleveurs abattre leurs bêtes, faute d'herbe, des producteurs de fromage suspendre le travail pour les mêmes raisons, l'appellation Salers par exemple, et des récoltes fichues ou très maigres. Les agriculteurs sont parmi les premières victimes du dérèglement climatique. La question du modèle agricole français, céréales, élevage, monoculture est également posée. L'agriculture, c'est la moitié de l'eau consommée en France, 20% des émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture, agroalimentaire, forêt, pêche, c'est aussi près de 3,5 millions d'emplois. Alors se réinventer, c'est peut-être ce que souhaitent les jeunes gens en lycée agricole. C'est la note d'espoir du moment. 12 500 élèves de plus font leur rentrée dans les lycées agricoles cette année et cette tendance à la hausse se confirme d'année en année. L'invité du 13-14 est le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Les auditeurs de France Inter peuvent vous interroger au 01 45 24 7000 et via l'appli France Inter, rubrique Réagir. Il y a déjà une question sur le thème que je voulais aborder en premier. Parmi les conséquences de cet été très chaud, Marc Fesneau, il y a les feux de forêt, ce qui pose la question de leur entretien. Office national des forêts, en 20 ans, on est passé de 13 000 agents à 8 000 en chiffres ronds. Et il y a 500 suppressions de postes qui sont prévues d'ici à 2025 dans le contrat entre l'État et l'ONF. Est-ce que vous mettez un moratoire sur ces suppressions de postes, voire est-ce que vous en recréez des postes? Permettez de poser simplement le débat. Allons-y. 64 000 hectares brûlés, 55 000 à peu près de forêt, puisqu'il y a aussi des parcelles en culture qui ont Oui, brûlé. bien sûr. Sur ces 55 000 hectares, c'est moins de 4 000 de forêt publique. Donc l'essentiel de ce La forêt est aux 3/4 privée en France. Et la forêt, vous avez raison, vous êtes connaisseur, la forêt est aux 3/4 privée. Donc le sujet n'est pas seulement forêt publique et forêt privée. Après qu'on repose à la fois en retour d'expérience, et puis globalement dans une stratégie plus long terme, quelles sont les missions de l'ONF et qu'on ajuste les moyens, mais dire en soi moratoire sans savoir quelles sont les missions. En particulier la nécessité sans doute qu'on a besoin de réfléchir une défense de la forêt contre l'incendie. Si vous me permettez l'expression, qui ait besoin de remonter en latitude. Au fond, la DFCI, comme on dit, la défense de la forêt contre l'incendie, c'était plutôt des choses qu'on gérait dans le sud-est et dans le sud-ouest. Oui. On a vu des feux de forêt dans la Sarthe, dans le Maine-et-Loire, on a même vu des feux de forêt en Bretagne qui étaient pas habitués à ce genre de dispositif, d'aléas. Et donc, on a besoin de faire une prise de conscience qui soit plus générale sur le pays. Et donc, de ce point de vue-là, il y a besoin d'expertise. Et il y a besoin sans doute de l'expertise de l'ONF. Et donc, dans la redéfinition des missions, y compris dans la phase de renouvellement forestier qu'il faut faire et du dérèglement climatique, c'est des questions qui doivent être posées. Donc, c'est des questions qui seront posées dans le retour d'expérience qu'on fera, parce qu'il faut faire un retour d'expérience posément, sans dire moratoire, pas moratoire d'ailleurs. Mais à quelle échéance alors, si moratoire ou pas moratoire? Parce qu'il y a ce rapport du Sénat qui dit, voilà, mission d'expertise, mission de surveillance, mission d'entretien de la forêt à l'ONF, il faut des moyens. Et encore une fois, l'ONF en a perdu beaucoup, donc je repose ma question. Mais on a demandé à l'ONF à la fois d'avoir des missions d'entretien de la forêt, d'avoir des missions autour de la forêt plus productive, puis aussi de la forêt avec ses aménités, comme on dit, c'est-à-dire le volet touristique, le volet découverte de la nature. Il faut qu'on recalibre les choses avec ce regard-là. Mais je répète aussi qu'il ne faut pas se départir du regard sur la forêt privée. Oui. Il y a sans doute besoin d'ailleurs de l'expertise de l'ONF parfois sur la forêt privée, mais la forêt privée a besoin de trouver elle aussi les voies et moyens de son renouvellement forestier et de la défense de la forêt contre l'incendie. Bon, en tout cas, pour l'instant, il n'est pas question de revenir sur ces 500 suppressions de postes d'ici à 2025. Vous ne pouvez pas en 15 jours dire on revient simplement sur une stratégie qui était une stratégie long terme. Ce n'est pas ce gouvernement ni le précédent. Il y a très longtemps qu'on est sur cette tendance-là à l'ONF, mais qu'on repose la question des missions et qu'après on regarde la question des moyens, ça me paraît sain. Toujours sur la forêt, Pierre au standard. Bonjour Pierre. Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Toujours dans le cadre de se réinventer au niveau de notre modèle agricole en mutation, en transition et maintenant en adaptation, est-ce que le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire réfléchit à une reconquête de la forêt avec l'agroforesterie, notamment la forêt landaise et la forêt de Nouvelle-Aquitaine? L'agroforesterie qui est quand même un modèle d'exploitation des terres associant arbres, culture, élevage, un système plutôt vertueux pour la protection des sols et de la biodiversité. Marc Fesneau. Monsieur le ministre. Merci Pierre. Vous avez tout à fait raison monsieur. Le modèle agroforesterie est un modèle intéressant parce qu'il mélange agriculture et forêt. Il a des vertus en termes de biodiversité, il a des vertus en termes de captation de carbone. Je signale juste un élément. Compte tenu du dérèglement climatique, la forêt qui est un formidable puits de carbone
capte moins de carbone aujourd'hui qu'elle ne captait avant. Pourquoi? Parce que la forêt s'accroît moins d'une année sur l'autre. Quand vous avez du stress hydrique, un chêne, un charme, un pin, enfin bref, on ne va pas faire toutes les essences, il capte moins de carbone parce qu'il arrive moins à se développer. Et donc il faut qu'on fasse un renouvellement forestier qui permette cela. Et par ailleurs, l'agroforesterie... Ça veut dire plus de diversité d'essences? Sans doute plus de diversité d'essences. Encore que autour d'une table, c'est facile à dire, mais il y a des sols qui se prêtent à bien sûr d'essences et d'autres. Donc je ne donne pas de leçon, mais je dis qu'il faut qu'on regarde station par station, comme on dit, territoire par territoire, en fonction de la nature des sols. Vous avez des sols qui sont très secs l'été, très humides l'hiver. Et donc il n'y a que certaines essences. C'est ce qui a expliqué en partie le développement des pins et autres dans le sud-ouest, parce que c'est des sols qui supportaient plutôt ça. Mais l'agroforesterie, pour répondre à la question, est une des voies et moyens parce que ça a un intérêt pour l'agriculture, ça a un intérêt pour la captation de carbone et ça a l'intérêt pour la biodiversité et la production de bois. Donc c'est un chemin, on l'a fait d'ailleurs dans le plan France Relance, il y a des moyens qui ont été mis sur l'agroforesterie. L'eau, Marc Fesneau, encore 79 départements en situation de crise, quasiment toute la France en alerte sécheresse, 79 en situation de crise. Où sont les bonnes pistes pour l'agriculture, pour mieux économiser l'eau? Alors 3 ou 4 pistes que je peux vous mettre sur la table pour être très concret. D'abord, quand vous regardez les rapports du GIEC, ils le disent, la quantité d'eau qui va continuer à tomber sur la France risque d'être à peu près identique, voire un peu plus. La vraie difficulté, et c'est ce qu'on a vécu cette année, et c'est ce qu'on vit cette année, c'est que la quantité d'eau qui tombe est très erratique et très arythmique. Donc vous avez parfois beaucoup de pluie, et puis 4 mois sans eau. Beaucoup de pluie et qui rigole sur des terrains secs et qui du coup n'est pas profitable. Ne vient pas remplir les nappes, c'est une pluie qui vient ruisseler, qui provoque, on a encore une vigilance orange, des dégâts terribles aux cultures et aux personnes et aux biens. Et donc on a besoin aussi de réfléchir notre modèle, il faut penser le modèle avec ça, avec une arythmie. Donc la question, c'est pas la quantité d'eau, c'est la question de son arythmie. Et donc il faut qu'on pense les choses comme ça. Deuxième élément, l'agriculture travaille depuis des années sur une modification des pratiques. Il y a un certain nombre de modifications de pratiques, l'agriculture de conservation des sols, l'agroécologie plus globalement, qui permet d'avoir des sols qui retiennent mieux l'eau. Troisième élément de réflexion, c'est on fait évoluer un certain nombre de cultures en fonction du dérèglement climatique. La région Poitou-Charentes, par exemple, fait un peu moins de maïs et a essayé de transformer son modèle avec d'autres types de cultures. Globalement, on fait moins de maïs parce que ça fait partie des questions posées cet été, parce que le maïs a besoin de beaucoup d'eau l'été. Est-ce qu'on doit faire moins de maïs en France? Mais selon les territoires et selon la pluviométrie, il faut qu'on adapte ça, mais il faut le faire avec les agriculteurs, parce que le maïs, c'est pas pour faire du maïs, c'est pour l'alimentation animale. Oui. Et par ailleurs, le maïs a d'autres vertus. Et par ailleurs, le maïs, ce qu'on ne sait pas assez, a d'autres vertus, c'est qu'il capte puissamment le carbone. Et que c'est une des plantes qui a besoin qui prend le moins de donc on ne fait pas moins de maïs, ou alors ponctuellement. Il y aura sans doute mécaniquement de la réduction, mais il faut qu'il y ait une alternative qui soit proposée aux agriculteurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on développe d'autres choses. Le président de la République a souhaité dans le précédent quinquennat qu'on développe l'autonomie sur les protéines. Les protéines, pour pousser, elles ont besoin non pas d'eau l'été, elles ont besoin d'eau au printemps. Et donc il faut aussi regarder la question de l'accès à l'eau est une chose importante. Donc évolution des cultures, évolution des pratiques culturelles, travail aussi sur la recherche et sur l'innovation qui permet d'avoir des variétés qui soient plus résistantes à l'eau. Et ça existe. Ce travail-là est un travail de recherche qu'il faut développer. Et puis, dernier élément... Quelle variété ? Sur le maïs, on a des variétés qui sont plus... Il y a beaucoup de recherches sur le maïs. On a des variétés aujourd'hui qui sont structurellement moins consommatrices d'eau qu'il y a 10 ou 15 ans. J'en parlais d'ailleurs avec des représentants du monde agricole. Si nous avions eu la même crise sécheresse il y a 10 ans, les dégâts aux cultures auraient été beaucoup plus grands. Ça prouve que donc l'agriculture s'est déjà adaptée. Et donc il faut tenir compte de ça. Quatrième élément... Qui sont des variétés OGM ou des variétés non OGM? C'est bien que les OGM sont interdites. Mais il ne faut pas s'interdire la recherche variétale. Ne refaisons pas un débat qui a été tranché sur les OGM. Il y a de nouvelles technologies qui travaillent aussi sur une amélioration variétale. Et il faut qu'on puisse les développer en France et en Europe. Quatrième élément, c'est des pratiques d'irrigation qui soient plus économes. Ouais. Et puis dernier élément, c'est l'accès à l'eau. Il faut qu'on puisse récupérer ces eaux de ruissellement qui filent à la mer et qui provoquent des dégâts avec parfois des usages de multifonctions. Lutte contre les inondations, alimentation en eau potable, irrigation, préservation des écosystèmes et des étiages des cours d'eau, tout ça c'est utile. Et donc, bassines à l'occasion ou pas? Il y a eu vandalisation de 2 méga-bassines en Vendée 8-9 août dernier. Vous dites quoi? Avantage de ces bassines, elles permettent de stocker de l'eau et de l'utiliser l'été. Inconvénient, elles détournent l'eau d'une partie de son chemin et donc du travail qu'il fait sur l'écosystème. Oui, mais il y a des modèles... Oui ou non pour les bassines? Non, mais si on pouvait ne pas généraliser, pardon, mais il y a des modèles de bassines, et d'ailleurs les projets qui sortent de terre, d'abord dénoncer tous ceux qui viennent détruire le bien d'autrui, rentrer et violer des propriétés alors que les projets sont légaux. Oui. C'est un cadre très, très spécifique, c'est des autorisations de volume qui sont très spécifiques, c'est l'attention à tous les projets, il faut regarder les projets, tout ce qu'on demande comme étude pour faire une attention aux écosystèmes. Donc il y a les bassines, il y a les retenues collinaires, il y a des ouvrages qui sont plus grands, enfin il y a tous les modèles. Ponctuellement c'est recevable, dites-vous. Mais c'est pas ponctuellement c'est recevable, dès lors que ça répond à la fois à la nécessité des
des usages qui ne sont pas qu'agricoles, à la nécessité environnementale, qui est du soutien d'étiage aussi parfois, et à la nécessité d'évolution des pratiques, je ne vois pas pourquoi on se priverait de cet élément-là. Si on pouvait ne pas être forcément... On est dans un pays qui caricature un peu les sujets, vous ne le faites pas vous, mais j'essaie de mettre un peu de pédagogie et de dire, c'est pas pour ou contre les bassines, c'est dès lors qu'elles répondent aux usages et qu'elles répondent aux sujets environnementaux dont il faut tenir compte, et c'est ce que font les projets des agriculteurs. Il y a des tas d'endroits où ça a permis de maintenir des étiages, où ça a permis... il y a des endroits où c'est contesté. Il y a des endroits où c'est contesté, mais parlons des endroits contestés, montrons aussi qu'il y a des endroits où ça fonctionne. Jean-Louis au standard. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Voilà, donc moi je suis agriculteur bio en Occitanie, pour des raisons de choix économiques et d'orientation de mon exploitation agricole. La question est très simple. Est-ce que le gouvernement actuel peut accélérer le processus de retenue d'eau pour une agriculture durable et propre et raisonnée? En l'occurrence, je suis donc en aval du site de Sivens, que tout le monde connaît. Et si vous voulez, c'est un désert dans ce cordon. C'est le Tescou. Il devait y avoir une dizaine d'installations de jeunes agriculteurs. Et sans eau d'ici 2 ans, c'est la perte totale de toute cette économie verte et économie durable, bio ou autre, au nord de Toulouse, à 25 km du nord de Toulouse, pour une population demandeuse de 5 millions d'habitants. Marc Fesneau. Et voilà, et concrètement, moi je n'ai pu produire qu'un cette année, pour des raisons de manque d'eau, 1/3 de ma production, et voilà, il y a 2 tiers, je suis en circuit court, il y a 2 tiers de demandes qui n'ont pas pu être satisfaites. On va laisser le ministre vous répondre, Jean-Louis. Allez-y, posez votre question. Vous voulez accélérer très vite, avez-vous la possibilité, oui ou non, avoir un désert total? Oui, monsieur a tout à fait raison. D'abord, ça montre que ce n'est pas une question de modèle agricole. Monsieur est installé en bio, plutôt sur des petites surfaces. L'eau, elle est nécessaire pour toute l'agriculture. Que vous fassiez du maraîchage, que vous fassiez de l'élevage, vous avez besoin d'eau. Enfin, il y a des modèles agricoles qui ont des conséquences écologiques. Mais l'eau, si on est sur le sujet de l'eau, elle est essentielle. Je rappelle toujours que sans eau, il n'y a pas d'agriculture. C'est pas un débat de cette année, c'est un débat multimillénaire et l'accès à l'eau est un élément important. Donc on a besoin d'accélérer. Pourquoi on a besoin d'accélérer? Parce que le dérèglement climatique s'accélère. Par ailleurs, il y a le Varenne de l'eau qui avait été lancé par mon prédécesseur et je salue vraiment le travail qui a été fait par Julien de Normandie pour faire en sorte qu'on puisse apaiser le débat et dire il y a des besoins en eau et donc on a besoin d'accélérer les processus avec toutes les balises que je viens de donner. L'eau de ruissellement est à privilégier. Je donne un deuxième exemple. Dans les pistes que vous donnez, nous sommes le pays qui réutilise que 1% de son eau de station d'épuration. Oui, parce qu'il y a des règles très contraignantes. Oui, il faut les alléger. Et il faudra qu'on m'explique pourquoi ces règles sont contraignantes à ce point en France, c'est quand même le mal français, et pourquoi en Espagne, au Portugal, en Californie. Donc là, il y a une piste. Alléger ces règles. Il y a une deuxième piste, d'aller chercher ces ressources-là aussi. J'ai encore, on arrive à la fin de l'entretien, j'ai encore des questions. Est-ce qu'il faut se préparer à payer sa brique de lait 1 €, Marc Fesneau? Les éleveurs ont beaucoup souffert cet été. Hausse de coûts, les industriels disent avoir acheté le lait 25% plus cher et veulent le répercuter, enfin veulent que les grandes surfaces le répercutent. La brique à 1 €, il faut y aller? Il faut dire aux consommateurs, ça va venir. Mais je ne dirais jamais le contraire dès lors que la hausse est justifiée, parce que l'augmentation de l'alimentation, du prix de l'alimentation animale, elle pèse sur les coûts pour les agriculteurs. Et il faut donc que ça soit répercuté sur l'ensemble de la chaîne. Alors chacun fait des efforts, les agriculteurs ont fait déjà beaucoup d'efforts depuis des années. Oui. Les industriels doivent faire leur part et la grande distribution doit faire sa part. Et le consommateur évidemment sera impacté, mais la grande distribution aussi peut faire sa part dans l'effort de solidarité. La chaîne alimentaire, c'est une chaîne. Et si vous commencez à ne pas rémunérer les agriculteurs, au bout, c'est pas la question du prix, c'est la question est-ce qu'on a une brique? Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de produire dans des conditions qui font que tous les jours, chaque brique de lait qui sort, pour donner cette image, il perd de l'argent. Et donc il faut un esprit de responsabilité collective. Ça fait plaisir à personne, cette affaire d'inflation. Mais la souveraineté alimentaire, c'est une question d'abord de rémunération des agriculteurs. Si on ne rémunère pas les agriculteurs, il y aura toujours du lait. Mais il viendra des frontières extérieures. Et donc il faut être prêt à le payer. Il me semble que... L'ensemble des acteurs de la chaîne, et par ailleurs le gouvernement met un certain nombre de mesures en place qui vont se dérouler à partir du mois de septembre autour de l'alimentation pour ceux qui sont les plus modestes, avec 100 € et 50 € par personne supplémentaire dans le foyer. C'est une compensation qu'on essaie de porter pour faire en sorte qu'elle soit plus supportable pour les plus modestes d'entre nous. Est-ce que vous redoutez, Marc Fesneau, que la grippe aviaire reprenne dans l'Ouest? Il commence à y avoir des foyers, des oiseaux sauvages pour l'instant, mais aussi des foyers mis à l'abri. Oui, c'est un point de vigilance très grand. La grippe aviaire était plutôt une épisodie qui était saisonnière, qui venait avec les migrations. La grippe aviaire n'a pas disparu du sol français cet été et ce printemps. Oui. Donc elle est présente, elle est endémique, comme on dit. Et donc il y a une vraie inquiétude. Je voudrais saluer le plan à la fois qu'on a construit avec les filières, plus d'1,5 milliard, 1,1 milliard d'euros, pour faire en sorte qu'à la fois on ait des mesures
de contingentement des élevages, des mesures de confinement s'il y a besoin, et qu'on essaie de sortir de cet épisode. Mais vous dire qu'il n'y a pas de risque, il y a des foyers qui renaissent, et donc j'en appelle à la fois à la vigilance de chacun. C'est pas une affaire que d'éleveurs, c'est une affaire de toute la chaîne et de tous les acteurs du territoire. Et par ailleurs, de faire en sorte qu'on puisse essayer d'en sortir. On travaille sur une voie vaccinale aussi, qui pourrait être une des voies, mais tout ça, c'est un travail long et un travail de processus assez long. Et vigilance grippe aviaire pour la rentrée. Merci Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, d'être venu dans les studios de France Inter. 13h45.